Smart et responsable vous est présenté par DNCA, maison d'épargne et de valeur. Bienvenue dans Smart et Responsable, votre émission mensuelle sur Bismart consacrée aux enjeux de développement durable. Chaque mois, on traite des enjeux de développement durable à travers un secteur et deux experts, deux entrepreneurs qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure d'émission mensuelle consacrée ce mois-ci à l'éducation. L'éducation de qualité qui est un des principaux objectifs des Nations Unies en matière de développement durable. L'ODD numéro 4 précisément, assurer l'accès à tous à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage. Nos deux invités donc pour cette demi-heure, je vous les présente tout de suite. Jean-Emmanuel Rodokanaki est avec nous, le président et cofondateur du groupe Grandir. Jean-Emmanuel Rodokanaki, bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Groupe Grandir, je suis pas sûr que le groupe Grandir parle à beaucoup de monde, mais en tout cas, en France, c'est notamment la marque Les Petits Chaperons Rouges. On est donc sur le segment de l'éveil et de la petite enfance en matière d'éducation. Jean-Emmanuel Rodokanaki, groupe fondé en 2000. Je le disais, avec 4 marques, dont Les Petits Chaperons Rouges en France. Vous êtes présent dans 5 pays. France, bien sûr, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis et Canada. Vous revendiquez 650 établissements et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous communiquez sur ce chiffre, Jean-Emmanuel Rodokanaki. L'autre invité qui nous accompagne pour cette demi-heure, c'est Martin Coria. Bonjour Martin Coria. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui le directeur général d'AD Éducation. Alors vous avez un parcours d'entrepreneur. Je note juste, petite parenthèse, que vous êtes le fondateur de Le Lynx, mais ça remonte à quelques années déjà. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. AD Éducation a été fondé en 2009. C'est un réseau européen d'éducation supérieure dédié aux arts créatifs. Vous avez des filières tournées autour du design et des arts graphiques, des médias et du numérique, de l'audiovisuel, de la culture et du luxe. Vous revendiquez 15 000 étudiants en cours de cursus dans 12 écoles qui sont implémentées sur 36 campus en Europe, essentiellement en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, pour un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Messieurs, vous allez nous livrer votre vision des enjeux en matière d'éducation pendant cette demi-heure. Le baseline de l'émission, c'est toutes les ambitions sont permises et vous allez donc nous livrer pour commencer votre ou vos ambitions en matière d'éducation pour les prochaines années. Une ambition ou un rêve, d'ailleurs, Jean-Emmanuel Rodokanaki, où est-ce que vous placez là les enjeux en matière d'éducation pour les prochaines années? Vous avez 1 minute pour exprimer cette ambition ou ce rêve. Vaste sujet. Par où commencer? Je dirais, revenons à l'ADN du groupe. On est un groupe de crèches privées, d'écoles maternelles. Notre mission, notre ADN, c'est l'éveil et l'éducation du jeune enfant. Voilà, c'est ça notre cœur de métier. Donc si on devait avoir un rêve ou une ambition, je dirais, elle s'inscrit dans notre projet d'entreprise, Grandir 2024, qui porte le socle d'être l'acteur et le choix évident pour l'ensemble de nos parties prenantes, c'est-à-dire les familles, bien évidemment, nos salariés et nos clients. Une fois qu'on a dit ça, l'ambition, je dirais, elle tourne autour d'un programme qu'on vient de lancer d'ailleurs, il y a quelques semaines, qui s'appelle les 5C, les compétences clés pour le 21e siècle, pour un jeune enfant. Et là, on est vraiment dans le cœur de l'éducation. Trop longtemps, on s'est dit, il faut que les enfants soient prêts pour l'école. School ready, c'est la face émergée de l'iceberg, donc on leur apprend à lire, à compter, à écrire. Mais en réalité, les compétences qu'un jeune enfant doit avoir pour réussir pas simplement l'école, mais sa vie, son job, son avenir, elles sont bien plus vastes. Et les 5C, c'est quoi? C'est un programme qu'on a mis en place entre le groupe Grandir, notamment en partenariat avec Harvard, et l'OCDE d'ailleurs, et qui se résume sur 5 compétences clés. La communication, parce que l'éloquence, la façon de parler, le fait de parler une langue étrangère, la collaboration, le travail en équipe, travailler ensemble sur des projets, travailler avec d'autres, la créativité, essentielle, parce que pour sortir de sa zone de confort demain, dans le monde de demain et les métiers de demain, il faut être créatif. L'esprit critique, savoir remettre en cause ce flux d'informations qu'on reçoit chaque jour lorsqu'on est un jeune enfant du monde extérieur, et être capable de faire le tri. Et puis, bien évidemment, le 5e C, c'est l'esprit citoyen, parce qu'on voit bien avec la génération Y, la génération Z aujourd'hui, qui sont nos salariés d'aujourd'hui et de demain, on voit bien que cette notion d'esprit citoyen, elle est clé pour la planète. Et ça, on va en parler plus en détail. Mais ça, vous êtes convaincu que ça se joue entre 0 et 6 ans, entre autres? En tout cas, beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Martin Coria, alors,
Très bien. La créativité, c'est un des 5 C qui a été développé par Jean-Emmanuel Rodokanaki. Je rappelle que vous êtes sur l'enseignement supérieur dédié aux arts créatifs. Où est-ce que vous placez votre ambition, vos rêves chez AD Éducation en matière d'éducation justement pour les prochaines années, Martin Corriat? Alors plus qu'un rêve, c'est vrai que c'est une ambition parce qu'on y travaille tous les jours à essayer de faire advenir ce monde de l'éducation un peu différent et un peu meilleur. Et je suis ravi d'être là avec Jean-Noël parce que sur le groupe Grandir prend les enfants au début pour leur donner quelques bases. Nous, on les prend à un moment aussi très important de leur vie où ils rentrent jeunes adultes un peu dans la vie active. Donc nous, c'est un groupe d'enseignement supérieur, donc post-bac, bac plus 3, bac plus 5. Et là, notre mission, c'est bien sûr de faire émerger les talents, de donner de la confiance à nos étudiants. Et donc, leur donner bien sûr des compétences, mais aussi les bonnes attitudes dans le monde professionnel qui les attend. Et c'est là-dessus que toutes les équipes, à la fois enseignantes, à la fois administratives, mais également les étudiants entre eux, la communauté éducative travaillent tous les jours dans nos écoles. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des écoles qui sont très inclusives, empathiques, avec des profils différents, en mixant des compétences, en accueillant des étudiants de profils très différents et très divers, plus pratiques, où nous, on croit vraiment à un apprentissage par le geste, la technique, pas seulement un apprentissage théorique, vraiment, et dans les écoles de design, évidemment, avec du dessin, dans les écoles de communication, avec déjà maîtriser les réseaux sociaux, etc. Et puis, le troisième, qui est évidemment très cher à notre cœur, c'est la partie créativité. On pense que c'est clé de vraiment former des étudiants créatifs, innovants, capables de travailler en équipe, mais d'apporter quelque chose par leur diversité, par leur parcours, par leurs compétences. Et je pense que c'est ça, l'éducation de demain, d'être plus inclusive, plus pratique, plus créative pour former une nouvelle génération de citoyens. Cette question de la bonne attitude, Martin Corriat, vous dites, elle ne peut pas rester à la porte des établissements d'enseignement supérieur. C'est un défi qui doit faire partie des missions de ces établissements d'enseignement supérieur. Oui, je pense qu'on a des grandes responsabilités quand on prend des étudiants qui ont entre 18 et 26 ans à leur donner les clés pour qu'après ils puissent faire cette transition vers une vie active, une vie professionnelle, vers des ambitions propres. C'est un moment charnière et je pense que la responsabilité de l'école n'est pas juste de donner les bonnes compétences, les bonnes techniques, comme on pourrait maintenant les trouver sur Internet pour quelques euros, mais plutôt vraiment plus que ça, une attitude qui vient aussi de la vie de groupe et de la vie qu'on a dans les écoles. Messieurs, poursuivons cette émission et petit retour en arrière, petit coup d'œil dans le rétroviseur avec la première séquence de cette émission Smart et Responsable. Le chemin parcouru, quels ont été les enjeux auxquels vos différentes sociétés, Grandir et AD Éducation, ont pu répondre au cours des dernières années. Jean-Emmanuel Rodokanaki, donc Grandir, les petits chaperons rouges, à plus de 20 ans maintenant. Quel était le constat de départ quand vous vous êtes lancé? Vous disiez, on veut que nos crèches privées deviennent le premier choix et le choix évident pour les familles, les parties prenantes, comme vous les appelez, Jean-Emmanuel Rodokanaki. Quelle était la situation il y a 20 ans et quel était le constat que vous cherchiez ou les réponses que vous cherchiez à apporter à ce segment de la petite enfance et de l'éveil? Alors, le constat était bien différent à l'époque, puisque à l'époque, on a répondu à un besoin très simple qui était... Il y avait plus de 800 000 familles en France qui étaient en liste d'attente pour une place en crèche. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Comment est-ce que, à sa juste mesure, et avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un secteur porteur de grandes responsabilités, mais comment est-ce qu'à sa juste mesure, finalement, un groupe de crèches privées peut apporter sa pierre à l'édifice dans le secteur? Et puis on avait une autre chose auquel on tenait beaucoup, c'est on s'est dit, si on se lance dans ce secteur, qui est un secteur qui est vraiment porteur de sens, il faut le faire avec une volonté sans faille d'améliorer sans cesse la qualité et d'avoir un juste équilibre entre économique et social. C'est-à-dire que la performance et la pérennité économique, c'est très bien, mais elle est là pour nourrir l'innovation sociale, elle est là pour nourrir l'excellence pédagogique, et non pas l'inverse. Et donc c'est armé un peu de ces quelques convictions, assez engageantes d'ailleurs, qu'on s'est lancé il y a 20 ans, qu'on est devenu le pionnier en France des crèches d'entreprise. On a ouvert la première structure en 2004 à côté d'Orly, et puis dans la foulée, on a essayé de joindre les actes à la parole.
Depuis 2009, l'ensemble de nos salariés sont formés à la détection et à la prise en compte des enfants porteurs de handicap dans les crèches, typiquement. En 2010, on a lancé notre fondation d'entreprise. En 2011, on a lancé l'Académie Grandir pour former nos salariés. En 2014, on a été les premiers à mettre en place, avec le groupe suisse SGS, qui est le leader mondial de la certification, une certification en France qui s'appelle Crèche Expert, avec plus de 300 points de contrôle chaque année, pour être sûr de la qualité d'accueil en crèche. Et ainsi de suite. En 2016, il y a un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était finalement de partager la création de valeur avec nos équipes. Et donc depuis 2016, on a plus de 250 salariés dans le groupe qui sont actionnaires du groupe. Ça aussi, c'est important. 2018, on a été une de toutes premières ETI en France à inscrire la raison d'être dans nos statuts, au moment où ça faisait vraiment débat, etc. Et notre raison d'être contribuait pas à pas à l'éveil des générations et est aujourd'hui, maintenant depuis plus de 2 ans, dans nos statuts. Et enfin, il y a quelques semaines, on a lancé l'allocation de rentrée en maternelle. C'est une première en France. L'allocation de rentrée scolaire existe à partir des 6 ans de l'enfant. Mais entre la crèche et l'école maternelle, pour les familles les plus fragiles, il n'y a pas d'allocation de rentrée en maternelle. Et donc, à partir de septembre, 1000 familles parmi les plus fragiles en France vont bénéficier de cette allocation de rentrée à l'initiative de notre fondation d'entreprise. Ah, c'est la fondation qui va subventionner ces familles. 20 ans après, est-ce que les premiers enfants que vous avez accueillis entre 0 et 3 ans, 0 et 6 ans, en fonction des établissements, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, Jean-Michel Rodekanaki, quel est le retour qu'ils font justement du fait d'être passés par votre système de crèche privée? Est-ce qu'il y a des familles qui vous disent aujourd'hui, ben oui, effectivement, tiens, mon enfant était peut-être un peu plus armé pour la suite de ses études, pour son entrée dans la vie sociale au sens large. Est-ce que vous arrivez 20 ans après à vous dire, oui, j'ai une vraie valeur ajoutée par rapport au système public qui existe dans les pays dans lesquels j'opère? Alors, déjà, on n'oppose jamais public et privé dans le sens où je pense qu'à partir du moment où la petite enfance est là pour apporter un éveil et une éducation de qualité, et à partir du moment où il manque des places, tout le monde doit se serrer les coudes. Enfin, c'est une cause commune qui dépasse le politique, qui dépasse tout. Voilà, l'éducation, je pense que ça mérite d'être totalement sanctuarisé. Ensuite, on a accueilli, sur nos 5 géographies, plus de 200 000 familles en 20 ans. Donc, votre question tombe à pic parce qu'on est en train de lancer une étude longitudinale pour justement reparler à ces familles qui, en 2005, en 2010, ont eu leurs enfants en crèche et voir quel est le chemin parcouru. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on a des salariés chez nous qui maintenant sont proches de l'âge de la retraite et qui, dans certaines crèches, ont accueilli les parents et leurs enfants. Voilà. Et puis, le nombre de familles qui viennent et dont on va avoir la chance de s'occuper de la fratrie, le petit frère, la petite sœur, etc., ça aussi, il y en a énormément. Donc, voilà. Il y a une fidélité qui se crée, d'une certaine manière. Clairement. Martin Corria, alors sur AD Éducation, je précise, vous êtes arrivé récemment dans l'entreprise AD Éducation, mais la société existe depuis 2009. Pourquoi ce positionnement déjà sur ce créneau de l'enseignement supérieur, je le rappelle, dédié aux arts créatifs? Pourquoi ces filières en particulier? Et puis, quelle est la valeur qu'AD Éducation, justement, apporte dans ces filières particulières par rapport au reste du marché, si je puis m'exprimer ainsi? Alors d'abord, sur AD Éducation est un groupe qui existe depuis 1989 et qui a été une vraie histoire d'entrepreneurs et de croissance, très forte croissance sur d'abord des écoles vraiment de design, et puis après qui s'est étendu sur d'autres métiers créatifs avec toujours cet attrait sur des métiers de demain, des métiers créatifs, des métiers innovants et qui poussent à la créativité. Et ça s'est fait d'abord en France sur bon nombre d'écoles et puis après sur un développement international en Europe. Et c'est important de voir l'aspect européen parce que pour nous, il est crucial pour expliquer aussi pourquoi on s'intéresse à ces métiers créatifs. On voit bien le monde en train de changer et certains secteurs dans lesquels l'Europe a un peu déjà pris un peu de retard, ou en tout cas n'est pas aujourd'hui à la pointe. La production manufacturière, la finance, même aujourd'hui la technologie. On voit que les plus grands groupes sont des groupes américains, asiatiques et peu de groupes européens. Donc on pense qu'il y a un domaine dans lequel l'Europe a vraiment une carte à jouer, quelque chose qui est différencié et qui peut être le moteur de la croissance de demain, le moteur de la singularité européenne, qui est cette créativité, cette innovation, cette capacité d'apporter des choses différentes, nouvelles, de challenger le statu quo. Et donc, on
on est, pour nous, en train de bâtir les bases de cette Europe de la créativité, cette Europe de la culture aussi, qui est une des forces européennes. Et c'est pour ça que le groupe à l'éducation investit beaucoup de temps, d'énergie à essayer de bâtir ces ponts entre nos différentes écoles. On a des écoles en Italie qui travaillent sur la culture, évidemment, à Florence, à Rome, et qui travaillent comme ça avec nos écoles en France, dans le même domaine. Entre l'Allemagne et l'Italie sur l'automobile, deux pays où il y a beaucoup en termes de design et d'innovation sur l'automobile qui sont très, très forts. Et on peut multiplier comme ça les ponts pour bâtir quelque part ce groupe et cette vision d'un groupe d'enseignement supérieur dédié au métier de la création, à la créativité et à tout ce qui peut être vraiment un point de compétitivité demain pour l'Europe. Mais vous dites, on peut éduquer à la créativité. C'est-à-dire que oui, ça se joue dans la petite enfance, mais dans des parcours d'enseignement supérieur, on peut encore aller beaucoup plus loin dans le processus éducatif pour générer, pour développer justement cette créativité. C'est quelque chose qui est un peu le parent pauvre des systèmes éducatifs traditionnels, c'est quelque chose qui est un peu laissé pour compte dans le système public. Je suis désolé, je ne veux pas qu'on aille dans l'opposition, mais dans le système existant qu'on connaît ou qu'on a connu, nous, dans le passé. En tout cas, je suis pas sûr que ça soit juste, mais ce qui est sûr, c'est que on se forme à la créativité, au métier de la création, à des techniques, à des outils. Il y a maintenant, bien sûr, des outils technologiques. Les écoles de design, c'est pas un coup de crayon et un dessin. Il y a beaucoup de technologies, d'outils, de logiciels à maîtriser. Donc, il y a toutes ces techniques-là. Et puis, il y a un environnement, une méthode de pensée, une façon de faire dans nos écoles en tout cas, mais je ne crois pas qu'on soit les seuls à avoir cette ambition, de former des esprits créatifs qui apportent quelque chose, qui n'est pas juste de reprendre quelque chose qui existe, mais qui apporte quelque chose de nouveau, qui apporte leur pierre à l'édifice, parce que c'est ça qui va garantir leur succès, mais surtout leur employabilité future, parce que on voit bien, on y reviendra certainement, que le monde dans lequel les étudiants vont aller va être très différent. Il va falloir s'adapter beaucoup pour cette génération. La transition est parfaite. Je vous remercie, Martin Correa. On va attaquer la dernière séquence de l'émission, la route à venir, justement, pour se projeter. Avec le choc Covid, quand même, il va falloir en parler. Ce que ce choc pandémique a révélé de vos métiers, que ce soit de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. Et oui, c'est la première question. Avant de se projeter, Jean-Emmanuel Rodokanaki, Martin Correa, qu'est-ce que cette crise pandémique a révélé des enjeux en matière d'éducation sur votre segment de l'éveil et de la petite enfance, Jean-Emmanuel? Alors, le Covid, ça a été, je pense, ça nous a permis d'avoir certaines certitudes sur des éléments qu'on n'avait pas forcément touché du doigt. Et ça a été un formidable accélérateur. Je m'explique. On a aujourd'hui près de 700 établissements dans le monde, crèches et écoles maternelles. Ça fait 10 000 salariés. La première chose que je retiens des 12 mois écoulés, c'est la formidable solidarité des équipes et des familles qui fréquentent nos établissements pour ensemble surmonter cette crise. Les équipes ont bossé de manière admirable, les familles ont été bienveillantes, les enfants ont été accueillis, et ça s'est globalement très bien passé. Continuité des opérations, si je peux... en dehors des périodes de confinement et de fermeture qui n'ont duré que quelques semaines. Mais donc, ça a prouvé une très belle résilience du secteur. C'est-à-dire que je pense que tous les gouvernements ont compris que pour relancer une économie, il fallait que quelqu'un, à un moment donné, s'occupe des enfants à la crèche et à l'école. Et tant que les crèches et les écoles n'étaient pas réouvertes, c'était compliqué de relancer une économie, même si les parents sont en télétravail. Parce que dans la vraie vie, avoir un enfant de 2 ans, de 4 ans ou de 6 ans à la maison en télétravail, ça ne fonctionne pas. Donc ça, la deuxième leçon, ça nous a démontré, ça on ne l'avait pas forcément vu comme ça au départ, c'est la très bonne implémentation de notre réseau, nos 700 établissements dans le monde, parce qu'en réalité, ils sont proches des domiciles sur le trajet domicile-travail. Et en réalité, ce sont des établissements qui sont à la bonne adresse. Sans le savoir, le maillage était parfait. Exactement. Et qui sont à la bonne adresse et surtout qui s'appliquent bien demain pour l'évolution de la sociologie du travail, avec un mixte et une meilleure balance entre bureau et maison. Le troisième point,
accélérateur de synergie et d'échange de bonnes pratiques entre nos différents pays et entre nos différentes marques. Et donc, on a vu un certain nombre de team members qui se sont mis à s'appeler les uns et les autres au niveau opération, ressources humaines, équipe pédagogique, etc., pour échanger des bonnes pratiques et se dire, mais tiens, là, tu es en train de mettre ça en place. En Allemagne, ben moi, ça m'intéresse, je pourrais le faire au Canada, et puis un tel fait ça en Angleterre, etc., pour ensemble trouver des solutions. Quatrième point, ça a été un accélérateur de digitalisation, bien évidemment. 2 exemples concrets. Le premier sur notre formation. Au bout de 15 jours à peu près, on avait digitalisé 100% de nos formations pour continuer à pousser en mode e-learning à nos équipes des formations au quotidien, et puisqu'on ne pouvait plus faire de présentiel. Formation des personnes encadrantes, hein, c'est ça. Oui. Exactement, avec un programme de formation. En temps normal, c'est 70 000 heures par an quand même de formation présentielle qu'on a digitalisé en 15 jours. Donc, formidable accélérateur. Deuxième accélérateur, bien évidemment, auprès des familles, puisque alors même qu'on était en période de confinement, on a poussé du contenu pédagogique vers les familles pour qu'elles puissent avoir de quoi occuper et éveiller leurs enfants à la maison pendant la semaine et pendant le week-end. Votre retour d'expérience, Martin Correa, de ce choc pandémique, de ce que ça a révélé également des enjeux en matière d'éducation dans l'enseignement supérieur. Et puis je veux bien qu'on dise un mot de la place des outils numériques, hein, c'est évoqué, mais jusqu'où on peut aller dans l'intégration des outils numériques dans ce processus éducatif, alors de l'éveil jusqu'à l'enseignement supérieur. Martin. Mais c'est sûr que le Covid a été un peu un défi pour tout le secteur au sens large. Alors, dans l'enseignement supérieur, on avait déjà connu les grèves longues, les manifestations qui ont parfois empêché nos enseignants ou nos étudiants d'accéder au campus. Donc, on pensait être prêt. On l'a été, mais ça a permis ce défi a permis de souder aussi beaucoup toute l'équipe éducative, c'est-à-dire pas seulement les étudiants, pas seulement les enseignants, mais toute l'équipe pédagogique, administrative, parce que au-delà de donner des outils pour que les enseignants puissent faire cours, il fallait faire un suivi beaucoup plus proche, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus direct avec nos étudiants, ce qui pouvait se faire avant quand on croisait les étudiants en sortie de classe. Là, il fallait vraiment qu'on puisse suivre. Est-ce qu'ils suivaient? Quels étaient leurs problèmes? Quelles étaient leurs problématiques personnelles en termes d'accès au matériel ou aux classes? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, nous, laissé nos campus ouverts pendant toute la durée du confinement pour laisser accès aux étudiants qui n'avaient pas forcément le matériel chez eux. Et puis pour certains cours qui devaient être pratiqués, qui a vraiment une pratique avec évidemment des demi-jauges et des gestes barrières. Donc ça a été vraiment un défi, mais qui a été révélateur et qui est un peu fondamental pour se dire comment on peut penser différemment l'expérience apprenante. Et évidemment, ça a été, comme ça a déjà été dit, mais un accélérateur de digitalisation, des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes d'enseignement. On a énormément appris. Est-ce que ça vous a montré les limites de cette méthode à distance, de ce numérique? Ça a été, dans les témoignages qu'on a tous reçus, ça a été une période très lourde, très difficile, très compliquée pour certains étudiants quand même. Ça a été très difficile pour tous les étudiants, encore plus pour ceux qui étaient dans des filières qui étaient pour le coup plus théorique en tout cas, où c'est plutôt des cours magistraux. Nous, on a pu regarder quand même beaucoup de choses pratiques, même à distance. Et on voit que des cours pratiques, même à distance, en fait, c'est très différent. Et on arrive à trouver cette relation entre l'enseignant et l'étudiant et à faire progresser et à passer l'enseignement et à apprendre. Après, est-ce qu'on se dit formidable, on a trouvé un nouveau modèle totalement distanciel? C'est pas du tout ce à quoi on croit. On croit notamment pour des étudiants, comme je l'ai dit, de premier, bachelor, master, à l'importance de la classe, à l'importance du campus, de l'expérience qu'ils vivent, de leur interactions, la créativité qui en sort, et que le distanciel peut être une solution. Parce qu'elle est pratique, parce qu'elle est utile, mais dans une portion qui est à évaluer, mais qui peut qu'être minoritaire, en tout cas, dans nos filières, et c'est l'expérience qu'on en tire. Si on va plus sur de la formation professionnelle, si on va plus sur de la formation pour des cadres, des gens qui travaillent, qui se forment en cours du soir en utilisant les différents outils, et nous on a une offre sur laquelle on travaille dans ce domaine, là le distanciel a plus sa place parce que c'est vraiment pratique et ça correspond aux besoins des apprenants. Mais pour nos étudiants, bachelor, master, l'expérience des campus nous paraît encore essentielle.
De la place des outils numériques dans l'éveil et la petite enfance, Jean-Emmanuel Rodekanaki, j'imagine que c'est un vrai sujet de questionnement, de débat pour les familles, le temps d'écran pour les enfants. Bien sûr. Où est-ce que vous placez la jauge là ? Vous l'avez à plusieurs niveaux. Déjà, pour les équipes, on vient d'en parler, de la formation e-learning, ça correspond à leur mode de consommation aujourd'hui de l'information et de la formation. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Vis-à-vis des parents aussi, pour les tenir informés de la vie de la crèche, aujourd'hui, on a des applications digitales faites maison qui permettent de communiquer avec la directrice, d'avoir le menu, d'avoir les activités, de payer sa facture en ligne, tout ça à travers son téléphone. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas non plus de sujet. On continue d'améliorer l'offre de services, notamment en insérant dans cette application de plus en plus de services de parentalité, et pas uniquement autour de la garde et de l'éveil de l'enfant, mais de manière plus générale, l'ensemble des sujets que des futurs parents ou des jeunes parents vont avoir. Donc ça, c'est important. Après, le vrai sujet, c'est les écrans en crèche. Et là, on est parfaitement d'accord. Il y en a déjà beaucoup à la maison. Donc, moins il y en a en crèche, et plus on revient à des activités classiques, je dirais, manuelles, artistiques, etc., mieux c'est. Il peut y en avoir un peu. Et il y a notamment quelques groupes aujourd'hui qui ont des projets pédagogiques à partir de tablettes dédiées vers le jeune enfant. Mais il faut bien évidemment mesurer cela. Et ça, c'est vrai partout, parce que l'intérêt, c'est que vous opérez dans plusieurs pays, pays anglo-saxons, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Allemagne, France. C'est vrai partout. Est-ce qu'il y a des biais culturels différents, justement, dans ces... Il y a des biais culturels, bien évidemment. Ouais. Les pays anglo-saxons, typiquement, vont peut-être être plus orientés vers les tablettes et les écrans. Ouais. Et donc là aussi, c'est notre rôle, afin d'avoir une cohérence de groupe, bien évidemment, à s'assurer que on ait un juste équilibre dans tout ça. Là aussi, peut-être, Martin, les biais culturels, et c'est la question derrière, c'est est-ce qu'une éducation de qualité, si je reprends les termes de l'objectif de développement durable de l'ONU, est-ce que c'est une éducation qui est de plus en plus standardisée au niveau mondial, dans des filières comme la vôtre, par exemple, ou est-ce que, non, il y a des biais culturels, une manière de penser la créativité qui est différente d'un pays à l'autre ? J'espère encore qu'il y a des spécificités par pays, que ce soit pas... Oui, non, mais c'est une vraie question. Ce qui est vrai, c'est que dans nos filières, mais comme dans d'autres, les outils sont de plus en plus mondialisés. C'est-à-dire que les outils, donc des techniques, tel logiciel pour telle formation, tel logiciel qui devient un peu le standard. Pour autant, ce qu'on en fait, comment on l'utilise, comment on arrive à réussir des créations et à faire preuve de créativité, ça reste assez spécifique, mais bien sûr à un pays, à une culture, mais aussi à chaque étudiant amène son expérience, son vécu, ce qu'il voit aussi avec les autres étudiants avec lesquels il peut échanger pour amener le maximum. Donc les outils sont globalisés, mais les façons de les utiliser, heureusement encore, sont extrêmement spécifiques. Et tant mieux. Je vous vois acquiescer, Jean-Emmanuel Rodekanaki. Oui, l'idée de grandir, c'est pas d'imposer un standard. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Chaque pays a ses... Alors, dans la petite enfance, il y a quelque chose qui est un peu différent d'avec AD Éducation, c'est que le socle pédagogique et éducatif sur le 0-6 ans, et notamment tout ce qui est neurosciences l'a amplement démontré, est le même. C'est-à-dire que l'enfant va développer les mêmes compétences, la même curiosité. Et vos 5C, là, c'est pareil partout. Par contre, alors oui, bien évidemment, après ça se traduit localement, bien évidemment. Mais je dirais que vous avez 80% du socle du 0-6 ans qui est assez global, parce que c'est les compétences que chaque enfant doit avoir pendant cette période de sa vie. Et puis ensuite, vous avez peut-être 20% qui sont pour le coup des projets pédagogiques dédié à la culture même du pays. Et là, il va y avoir un focus par rapport, typiquement au Canada ou en Angleterre, les activités extérieures vont être extrêmement développées, malgré le climat, etc., parce que c'est culturel et que les enfants passent beaucoup de temps à l'extérieur. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour cette émission Smart et Responsable consacrée à l'éducation de qualité. Merci de nous avoir apporté vos réflexions, votre expertise et votre vision justement de ce monde de l'éducation. Je le disais, une des priorités de l'ONU en matière de développement durable. Jean-Emmanuel Rodekanaki était avec nous, le président et cofondateur du groupe Grandir. Et Martin Coria nous accompagne également, le directeur général d'AD Éducation, avec nous sur Bismart. C'était Smart et Responsable, en partenariat avec DNCA, Maison d'épargne de valeur.